Donc, on rentre dans le premier chapitre des résistances qu'on doit combattre pour pouvoir avancer en vélo, c'est-à-dire la perte mécanique. C'est quoi la perte mécanique? Ben, finalement, c'est un peu la différence entre l'énergie, dans le fond, la puissance qu'on est capable de produire avec nos jambes et ce qui est transféré directement dans le mouvement de la roue arrière. Donc oui, si on développe une puissance donnée, ce n'est pas 100% de cette énergie-là qui est transmise à la roue arrière. Il y a une perte qui se situe à travers tous les engrenages, dans le fond, une perte mécanique, une perte d'énergie qui va se situer entre finalement le départ et la fin. Et qu'est-ce qui va influencer, qu'est-ce qui peut, dans le fond, faire qu'il va y avoir plus ou moins d'efficacité mécanique? Qu'est-ce qui va créer cette friction-là, finalement? Parce que finalement, c'est la friction à travers toutes les composantes mobiles qui va transférer finalement de l'énergie mécanique potentielle, qui finalement, avec la friction, va faire un peu transférer cette énergie en énergie thermique, finalement. Ça se transforme en chaleur parce qu'il y a de la friction. Puis la chaleur, elle, aide pas au niveau de faire avancer le vélo vers l'avant. Donc, qu'est-ce qui va avoir de la friction à travers tout ça? Évidemment, les roulements. À chaque fois qu'il y a un roulement, que ce soit au niveau des roulements des roues, boîtier de pédalier, que ce soit au niveau des pédales, il y a une friction qui se crée par le roulement. Donc, on va regarder plus tard à savoir comment quantifier les pertes qui vont se passer dans les roulements. La chaîne, évidemment, avec chaque maillon de chaîne, chaque point de pivot, à chaque fois qu'il est plié, déplié à travers les galettes déraillères, à travers la cassette, à travers les plateaux, crée une friction finalement qui réduit l'efficacité mécanique. Et ensuite, ben, quelque chose qu'on entend souvent parler aussi, c'est que un vélo avec les composantes qui vont être rigides va avoir un meilleur transfert de puissance. Ça, on va regarder justement cet aspect-là, voir si c'est vrai et à quel niveau. Et on va regarder justement au niveau des chiffres. Normalement, disons, entre 2 et 7 et plus pour cent, je dirais 2% de perte mécanique totale, ça c'est une optimisation extrême, c'est ce que j'ai pris pour Vector Components, très 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 optimisé. C'est en fait à peu près inatteignable pour à peu près tout le monde parce que, à part si on est sur un vélo de piste. Pourquoi lui 2%? Ben, c'était fait avec un vélo de piste. Il n'y a pas de dérailleur, la chaîne est droite, 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 tout est spécifique, plus simplifié, moins de friction parce que le système a moins d'éléments, contrairement à dans le fond, un système avec un dérailleur. Dès qu'on arrive avec un système qui a plusieurs vitesses dérailleur, on ne peut pas vraiment arriver avec des 2%. On va plus, même dans le plus optimisé, on va être entre 3 et 4% dans quelque chose d'extrême, extrêmement optimisé. Et 7% et plus, donc 7%, c'est ce que j'ai pris pour Monsieur Tout le Monde dans les calculs qu'on a fait et qu'on va faire tout au long de la formation. Vous allez voir, ça peut même être plus que ça en fait. Mais disons que les pertes typiques des engrenages justement qui vont être bien entretenus et tout ça, donc justement ça va se situer plus entre 4 et 6%. Et on va voir où il peut avoir les gains, où est-ce que les gains sont le plus appréciables, où est-ce que c'est plus mitigé. On va regarder ça un peu à travers toute la formation. Pour donner des chiffres directement, ben, justement, Monsieur Tout le Monde, lui, avec 7% de perte mécanique à 55,089 km/h, ça faisait qu'il y avait 76 watts qui étaient utilisés juste pour combattre, dans le fond, la perte mécanique. Il y avait 76 watts qui étaient perdus dans tout le système d'engrenage finalement. Par rapport à Victor Campenance, lui, à 2%, qui est à 7 watts. Donc, 10 fois, plus de 10 fois moins, presque 11 fois moins. Mais là, il faut quand même remettre en perspective que, étant donné que c'est un pourcentage de la puissance générée, c'est là ça fait un petit peu de façon presque artificielle gonfler la différence. Parce qu'en réalité, on le sait, 1089 watts, c'est pas vraiment réaliste non plus. Mais c'est non seulement c'est 7,2%, mais c'est 7% de 1089 versus 2% de 340. Donc, il y a une bonne part de différence qui vient de la puissance générée pour cette même vitesse. Parce que si on le ramène justement à quelque chose de normalisé de 250 watts, qui va donner quelque chose d'un petit peu plus réaliste, ben 7% de 250 watts, c'est 17,5% que Monsieur Tout le Monde perd par la friction, versus 5 watts pour Victor Campenas. Donc, on voit que oui, il y a quand même des gains appréciables à aller chercher avec ça, définitivement. On va regarder justement où ce qui a été cherché
ces gains-là. Et on va regarder justement aussi les différences entre les deux. C'est là qu'on voit, un peu comme au départ, à travers chaque vitesse, c'est quoi les différences. On le voit à plusieurs vitesses, les différences sont beaucoup moins grandes, sont peut-être grandes en pourcentage, mais en watts total, c'est pas beaucoup parce que la puissance totale générée pour rouler en bas de 20 km/h, c'est déjà beaucoup moins grande. Donc, étant donné que c'est un pourcentage de la puissance, ça donne des chiffres qui sont plus ou moins grands. Sauf que dès qu'on arrive dans des plus hautes vitesses, on voit que l'écart s'accentue beaucoup pour donner une différence quand on arrive à 55,089 km/h de 69 watts de différence. Mais comme je disais, c'est beaucoup en raison de la puissance générée totale. Mais quand même, c'est là qu'on va regarder où que Vehicular Components est allé chercher cette optimisation-là mécanique dans les prochaines vidéos. Donc là, on s'attaque à quelque chose qui est vraiment un sujet qui me fait toujours sourciller parce qu'on entend beaucoup parler de ça, qui est la rigidité des composantes, en particulier d'un cadre. L'adage qu'on entend dire souvent, c'est un cadre qui va être plus rigide, va avoir un meilleur transfert de puissance, meilleure accélération, moins de pertes énergétiques. Ça, c'est comme une vérité qui est couramment, c'est une vérité absolue qui est acceptée, disons, par une grosse majorité des cyclistes. Parce qu'en plus, c'est ce qui est vendu. Ils vont nous vendre des cadres en nous disant ce nouveau cadre-là est 8% plus rigide. Donc, est-ce qu'ils nous vendraient quelque chose? Ils sont capables de le quantifier. Donc, c'est sûr que c'est mieux. Mais est-ce que c'est réellement le cas? Donc, je donne un exemple. Au niveau de la rigidité des cadres, le principe, ce serait de dire que, étant donné, bon, quand on dit, mettons, un cadre est 10% plus rigide, c'est ce qu'ils vont faire, ils vont prendre un cadre latéralement, ils vont mettre un poids, ils vont dire, si par la déflexion justement du boîtier de pédalier, déflexion latérale, ils vont dire, ben, si par rapport à l'ancien, la déflexion en mettant le même poids est 10% plus petite, donc le cadre est 10% plus rigide. Donc, après ça, ils vont mettre ça dans leur campagne publicitaire. Ce cadre-là est 10% plus rigide. Mais il y a un problème avec ça. Parce qu'ultimement, bon, je vais prendre l'exemple de l'aérodynamisme. Des fois, ils vont dire, ce cadre-là va vous sauver 20 secondes sur une contre-la-montre de 40 km. Bon, j'aime pas d'habitude quand ils disent ça parce que c'est souvent des données qui sont lancées comme ça, sans contexte, qui valent pas grand-chose finalement parce que ça prend un contexte qu'ils ne nous donnent pas. Mais ça, ils ne donnent même pas ce genre de données. Ils ne disent pas, il est 10% plus rigide, donc transfert de puissance amélioré de tant de pourcents ou de tant de watts. Pourquoi qu'ils ne font pas ça? Tout simplement parce qu'ils sont incapables. Parce qu'il n'y a absolument rien présentement qui va faire, qu'il n'y a aucun consensus qui va dire justement que la rigidité va améliorer la performance. Il y a un des ingénieurs les plus connus dans le monde du vélo, Josh Partner, qui dit, ça fait 10 ans, avec les meilleurs instruments de mesure au monde, que j'essaie de faire un lien direct entre la rigidité et la vitesse. Et je ne suis pas capable. Alors pourquoi tout le monde continue d'embarquer dans ce mythe-là, si on veut, justement, que plus rigide, il y a meilleur transfert de puissance, meilleure réactivité, meilleur sprint, moins de perte de puissance. Ça, c'est vraiment, on va regarder, parce que de toute façon, en plus, on parle de rigidité latérale. Mais un vélo qui est mobile, sur un pédalage qui n'a même pas beaucoup de puissance latérale en plus, ben, il n'y a pas beaucoup de déflexion en plus du corps. Puis pour qu'il y ait, dans le fond, une perte d'énergie, il faut qu'il y ait une déflexion, donc de l'énergie de rentrée, et que le retour d'énergie soit moins grand que ce qu'on a rentré dedans. Donc, est-ce qu'il y a vraiment ce phénomène-là sur un cadre? Je vais donner l'exemple d'un bâton de hockey, justement. Donc, dans le vélo, on se dit toujours plus rigide est égal à un meilleur transfert de puissance. Si c'était vrai, regardez ce bâton-là à quel point il fléchit. Dites-vous que c'est pas parce que le bâton, justement, on arrive à la limite de fabrication des bâtons en fibre de carbone que c'est pas mal le plus rigide qu'on est capable de le faire. Non. On pourrait faire des bâtons
beaucoup plus rigide que ça avec la fibre de carbone. La fibre de carbone, c'est utilisé pour faire des voitures de Formule 1, les cellules de survie à l'intérieur qui sont faites par balle pour justement avec des impacts de 400 km/h, il pourrait faire de quoi de beaucoup plus rigide que ce bâton-là. Pourquoi alors, si un transfert de puissance plus rigide est quand même un transfert de puissance, pourquoi qu'il n'irait pas vers ça? Ben, tout simplement parce que justement, c'est pas vrai. À un moment donné, on arrive à un point où un niveau de flexibilité va donner un meilleur retour d'énergie. Un autre exemple, ben, si c'était vrai justement que plus que c'était rigide, plus le transfert d'énergie était plus élevé, ben, si on voulait sauter du sol, le plus efficace serait de sauter sur un plancher le plus dur possible. Parce que justement, toute l'énergie serait transférée, il n'y aurait pas de perte. Expliquez-moi d'abord pourquoi qu'une trampoline, avec l'énergie, on est capable d'emmagasiner un meilleur retour d'énergie. Donc, est-ce que plus rigide est égal plus puissant? Je veux dire, tout est une question de balance. On peut faire même l'effet, l'hypothèse inverse, c'est-à-dire qu'à un moment donné, si le cadre on lui donne un certain niveau de flexibilité, on peut se servir de la flexibilité pour avoir des meilleurs retours d'énergie. Donc, plus rigide égale plus puissant, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Un autre exemple, justement, les souliers. Donc là, on sort des cadres, on dit tout le temps, mais même chose pour les souliers. Semelle plus rigide égale meilleur transfert de puissance. Ben, Specialized a fait, il y a quelques années, commandé dans le fond une étude par une institution indépendante universitaire pour comparer les rigidités des semelles de chaussures. Ils ont comparé des souliers de course de la vie de tous les jours avec un soulier de vélo qui est leur moins cher, leur entrée de gamme, et leur soulier le plus haut de gamme avec la semelle à carbone la plus rigide. Donc c'est là qu'on voit que c'est toute une question de balance parce que, oui, le soulier de course avec une semelle flexible juste en rubber, ben c'est sûr que oui, bon, il y avait 15% moins d'efficacité au niveau du transfert de puissance par rapport à leur soulier de vélo d'entrée de gamme. Par contre, entre leur vélo d'entrée de gamme et leur soulier le plus haut de gamme, il n'y avait aucune différence. Zéro. Il y avait en fait, à 1000 watts, il y avait calculé à peu près une différence de 0,8 watts de différence de transfert. Ce qui est en fait plus que négligeable parce que, dans le fond, la précision des outils de mesure arrivait à déjà plus que ça. Donc, il n'y a pas de différence de transfert de puissance entre un soulier d'entrée de gamme et super haut de gamme. Donc après ça, est-ce qu'on continue à dire que plus rigide égale un meilleur transfert de puissance? C'est difficile. Les roues Zip, la compagnie a déjà fait des tests qui ont mis des élastomères entre la tête de rayon pour rendre la roue plus molle de 50%. Ils ont fait des tests avec ça. Oui, après ça, justement, la subjectivité des roues de ceux qui l'ont essayé était différente. Mais ultimement, quand de mesurer, dans le fond, la différence de transfert d'énergie, il n'y en avait pas de différence. Même si c'était 50% plus flexible, aucune différence au niveau du transfert d'énergie. Donc, c'est encore un argument qui commence à être dur à garder. Donc, non, de dire que justement plus rigide égale nécessairement plus puissant, c'est dommage, mais c'est un mythe. Disons que c'est quelque chose qui va être justement beaucoup plus complexe que ça et que pour chaque personne, disons, la rigidité optimale va être différente. Et on peut arriver à quelque chose de trop rigide, comme, oui, c'est sûr qu'évidemment, mais un cadre, comme je dis, si je le fais en caoutchouc, il va avoir une perte d'énergie. Mais maintenant, on arrive à un point où, dans le fond, à peu près tous les vélos qui existent sur le marché présentement ont le même rendement au niveau de la rigidité, au niveau du transfert de puissance. Puis de toute façon, oui, c'est encore une dynamique qui reste à peaufiner un peu les connaissances, mais ultimement, va toujours demeurer quelque chose de négligeable. Parce que même si on réussit à dire, OK, on va trouver la rigidité idéale pour chaque personne, le problème, c'est que présentement, si on regarde, mettons, les modélisations au niveau mathématique, au niveau des performances, c'est extrêmement précis. Ils sont capables de prédire, de faire la modélisation à plus de
avec une précision de moins de 1%, selon une quantité de facteurs incroyables, justement de la chaussée, les pneus, les pertes mécaniques, l'aérodynamisme, l'air, le vent, une quantité incroyable de facteurs qui sont capables, dans le fond, de prédire à de 1% de précision. Puis dans tout ce gros calcul-là, quelle place prend la rigidité du cadre et des composantes? Aucune place. Il n'y a rien dans tout le calcul qui prend en compte la rigidité des cadres et des composantes. Donc, ultimement, même si ça fait une différence, elle ne pourra jamais être plus grande que cette marge d'erreur-là, finalement. Donc, même si on est capable de trouver des fractions de watts pour certaines choses, ça va toujours demeurer extrêmement négligeable. Et je reviens au fait de dire que l'idée de plus rigide égale plus puissant, ben non, c'est absolument un mythe, c'est beaucoup plus complexe que ça. Mais même si c'est complexe, c'est totalement négligeable. Donc, on continue sur le terme de la perte mécanique et là, on va s'attarder au roulement. Le roulement, là, je me rappelle quand j'ai commencé à travailler dans le domaine du vélo, là, déjà presque 20 ans, c'était un point majeur. Quand quelqu'un voulait acheter une nouvelle paire de roues, une des premières choses qu'il faisait, on sortait la roue et avec les doigts, là, on faisait toucher le roulement à savoir à quel point c'était doux. Donc, justement, c'est sûr que si le roulement est doux et qu'il n'y a pas beaucoup de restrictions, c'est sûr que ça va être beaucoup plus performant. Même chose pour le pédalier. On prenait le pédalier, on donnait un coup sur le pédale et s'il tournait là, avec très peu de restrictions, c'était un gage de vraiment haute performance. On va voir par contre, on va le quantifier, c'est quoi réellement la différence que ça peut faire. Donc, on va regarder justement les différents types de roulement. Avec une perte qui va être normalisée justement pour une personne qui va développer à peu près 250 watts. Donc, typiquement, entre les meilleurs et les pires roulements, justement, ça c'est vraiment entre les meilleurs et les pires. Les pédales, ça va perdre une demi-watt à 1 watt et demi au total. Toute la perte qui se passe dans les roulements des pédales. Donc, pas énorme, justement, quand on regarde sur le total. C'est une fraction de pourcent. Même chose pour le pédalier. Une demi à 1 watt et demi au niveau de l'énergie qui est perdue dans le roulement du pédalier. Pas des gros gains à aller chercher là. Des galets de dérailleur arrière. Les roulements, justement, au niveau des dérailleurs arrière, quand il y en a qui font ça, ils vont te donner une petite piche-note dessus, puis ça tourne pendant beaucoup plus longtemps que les galets qui viennent d'origine sur le dérailleur. Ça perd entre 0,2 et 1,2 watts. Donc, c'est le gain maximal qui peut être allé chercher à ce niveau-là. Les roues, donc c'est sûr que ça, les roulements des roues, c'est le plus gros morceau au niveau des roulements. On parle quand même juste de 2 à 5 watts là, entre des roulements, disons, comme en céramique, puis des roulements plus vraiment de qualité très ordinaire, finalement. Encore là, c'est pas une énorme différence. Là. Il est plus gros que les autres, mais c'est vraiment, c'est pas très très grand. Donc, on va justement un peu plus regarder au niveau des roulements. Parce que quand on parle souvent d'aller chercher un upgrade au niveau des roulements, on parle de roulements en céramique, qui sont plus légers, qui vont être plus ronds, qui vont être plus durs, justement, résistants à chaleur. Donc, parce que ces roulements-là, ça fait quand même beaucoup plus longtemps que ça existe que leur application dans le vélo. C'est des applications qui ont été utilisées bien avant l'arrivée dans le vélo. Donc, je vais vous parler un peu pourquoi les roulements céramiques, c'est quoi leur application? Pourquoi ça a été développé? Donc, les roulements, oui, sont plus légers. C'est quoi l'avantage d'avoir un roulement qui est plus léger? Non, c'est pas la fraction de grammes de moins que ça va vous sauver. Ça ne fait pas une grosse différence. C'est plus que négligeable. Dans des applications, par contre, comme dans la machinerie, que c'est plusieurs dizaines de milliers de révolutions par minute, à un moment donné, le roulement, la bille finalement, roule tellement vite, a tellement d'inertie finalement. Avec la force centrifuge, il y a tellement de force qu'elle se met justement à déformer. Il y a tellement de force dans le roulement, ça roule tellement vite que la bille se met un peu comme à s'aplatir avec la force centrifuge.
Donc, c'est sûr que si la bille, de 1, est plus légère, crée moins de force centrifuge, et si elle est plus dure, elle se déforme moins, donc garde un meilleur roulement. Ça, on parle dans des applications avec plus des dizaines de milliers de révolutions par minute. On est à des années-lumière des révolutions qu'on va avoir sur un vélo. Donc, en vélo, honnêtement, la différence, c'est ultra minime. Même chose, la résistance à la chaleur, les roulements céramiques, en fait, ça a été designé aussi pour que dans des applications où il y a beaucoup de friction, il y a beaucoup de chaleur, il ne se déforme pas parce que l'acier, justement, peut ramollir, se déformer plus et même fondre. Si vous avez déjà connu quelqu'un qui a réussi à faire fondre ses roulements en roulant, je vous donnerai mon adresse courriel, j'aimerais bien le rencontrer. Donc, est-ce qu'il y a des gains à aller chercher avec des roulements céramiques? C'est extrêmement, mais très, très, très minime. Puis en fait, souvent, quand il va y avoir des gains, c'est même pas nécessairement tant en raison que les roulements sont en céramique. C'est beaucoup plus de 1, l'entretien. Parce que si à l'intérieur justement du roulement, il y a soit une huile qui va être très haute viscosité, comme de la graisse ou quoi que ce soit, bien, de remplacer ça par une huile qui va être plus fine va déjà faire une beaucoup plus grosse différence. S'il y avait de la saleté, puis que là vous l'enlevez, vous le nettoyez, ça va faire une plus grosse différence qu'entre des roulements d'acier et des roulements de céramique. Puis même que justement, si on regarde sur le roulement, au niveau du seal, finalement, le joint d'étanchéité, bien, ça crée déjà même plus de friction. Il peut y avoir plus de différence que pour le roulement en lui-même. Donc, est-ce que ça vaut la peine d'aller chercher des roulements en céramique? Il y a plein d'autres choses, comme justement s'assurer que ce soit bien nettoyé et lubrifié, qui va avoir une plus grosse différence. Puis même là, ça ne fait pas une grosse différence, loin de là. On arrive au galet surdimensionné. Est-ce que, on le voit souvent, est-ce que ça vaut la peine? Les roulements sont de meilleure qualité, justement, ça roule tout seul. Et aussi, bon, ça a le deuxième effet qu'on va voir un petit peu là, ça réduit la flexion de la chaîne. Donc, il réduit la friction de la chaîne. Est-ce que ça vaut la peine? Il y a plusieurs problèmes liés à ça. Est-ce que ça réduit un petit peu la friction? Très, très, très minimalement. Pourquoi? Parce que même si en raison des plus gros galets, la chaîne fléchit moins, c'est quand même de un très minime. Parce qu'en plus, ça le fait dans la zone, dans le bas de la chaîne, où la chaîne n'est même pas sous tension. Donc, c'est même pas à cet endroit-là qu'il y a de la résistance dans la chaîne, qu'il y a de la friction, parce que la résistance, dans le fond, la friction va être proportionnelle aussi à la tension qu'il y a sur la chaîne. Donc, la tension dans le dessus du pédage va en avoir beaucoup parce que c'est là que la chaîne est sous tension. Dans le bas, elle n'est pas sous tension. Puis là, en plus, on rentre dans d'autres dynamiques comme s'il y a des plus gros galets, de 1, il faut mettre une chaîne qui est plus longue, donc ça rajoute du poids parce que la chaîne est plus longue. Puis en plus, il y a l'effet, on va le voir plus loin, mais sont plus gros, puis en particulier comme un modèle comme ça, c'est plus gros, un gros trou. Souvent, la perte aérodynamique du fait que la cage va être plus grosse enlève tous les gains que la grosseur des galets peut amener. Puis je mentionne même pas le fait que souvent, quand vous changez pour ces cages-là, les changements de vitesse viennent qu'à diminuer en fait de qualité. Les changements de vitesse sont moins bons. Puis ça, là, ça se vend à plusieurs centaines de dollars. Puis les bénéfices, honnêtement, c'est au mieux très, 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 très marginal. Puis en réalité, probablement de zéro quand on regarde justement dans l'ensemble. Donc, honnêtement, je ne veux pas gâcher, pas vendre la mèche tout de suite, mais pour moi, c'est à peu près l'investissement numéro 1. Le pire investissement, finalement, le ratio, justement, gain versus dollar investi, parce que ça coûte très, très cher. Puis honnêtement, les bénéfices sont soit extrêmement marginaux, soit qu'il n'y en a absolument pas. Puis même, je dirais que dans plusieurs cas, ça peut être pire. OK. Dans la perte mécanique, on a éliminé l'aspect de la rigidité des composantes.
On a vu après ça que l'aspect des roulements fait une différence, mais dans l'ordre des choses pas très grande. On arrive à l'autre, justement, qui est la perte d'énergie qui va se passer à l'intérieur de la chaîne. On va expliquer justement où est-ce que ça se passe ou quoi que ce soit, mais on va commencer par le quantifier justement. Donc, on a dit tout à l'heure que les roulements, ben, perte typique justement dans les pédales, dans le pédalier, dérailleur, c'était dans cet ordre-là. Donc, dans une chaîne, ça va être quoi, dans le fond, la perte qu'il va y avoir typique? Bien, on parle entre 4 et 10 et souvent beaucoup plus watts. Donc, finalement, 4 watts, ça c'est vraiment la chaîne la plus optimisée. Puis, ça peut facilement monter à plus que 10 watts dans bien des cas. Donc, finalement, la chaîne en elle seule, c'est égal au moins au total de tous les autres roulements réunis ensemble. Donc, dans la perte mécanique, si vous avez une chose sur laquelle vous vous attardez qui vaut la peine, ben, c'est vraiment plus la chaîne. On va regarder justement un peu plus où est-ce que ça va s'en. Donc, la différence un peu entre les meilleurs et les pires rendements, justement au niveau des équipements neufs, un lubrifiant, juste le choix du lubrifiant, peut vous, à 250 watts de puissance, peut faire une différence de plus de 5 watts. Juste le choix du lubrifiant. Après ça, quand on regarde justement, je dis, payer plusieurs centaines de dollars pour des roulements ou une cage surdimensionnée qui ne donnera même pas ce qu'un lubrifiant à 40-50 dollars va donner, la logique est pas là, finalement. Une chaîne, donc oui, entre les meilleures qualités de chaîne, les chaînes plus haut de gamme et les moins bonnes, il peut y avoir une différence de 1 à 2 watts. Donc, choix de chaîne peut faire une différence, mais c'est pas énorme. Galette dérailleur arrière, ça, c'est juste d'isoler. Qu'est-ce que le fait d'avoir des gros galets peut réduire la friction de plus dans la chaîne, et c'est moins d'1 watt. Et après ça, ben, les plateaux pignons, ce que je veux dire aussi, c'est qu'il n'y a pas juste les galettes dérailleurs. Il y a aussi sur laquelle, si vous avez un gros plateau en avant, sur un gros pignon en arrière, ben, plus que c'est gros, moins encore là qu'il y a de déflexion au niveau de la chaîne. Donc, ça va réduire la friction de la chaîne. Donc, je donne un exemple justement, c'est que ici, Victor Campenarts, quand il a fait son record de l'heure, il a utilisé un plateau en avant de 60 dents. La plupart d'entre nous, on roule, mettons, des pédaliers compacts, 50 dents, on regarde 60 dents, c'est monstrueux, c'est énorme. Puis en plus, il y a une bonne cadence avec ça. C'est incroyable. Il va pairer ça avec un pignon en arrière de 14 dents. C'est là que c'est différent parce que quand on refait le calcul, une cassette standard, le plus petit pignon, le plus rapide, a 11 dents. Finalement, si on a un plateau 47 dents en avant puis on se met sur la 11 en arrière, on a le même ratio que Victor Campenarts. Donc, son ratio, son 60 dents qui nous paraît énorme, ben, on l'a, ce ratio-là. Donc, pourquoi prendre un gros plateau et un plus gros pignon en arrière plutôt qu'il n'aurait pas pu juste prendre une 47 puis une 11, ça aurait juste été plus léger. Mais c'est que la friction que ça va donner de plus d'avoir plus petit plateau, donc il va donner des flexions des maillons de chaîne qui vont être plus grands étant donné que dans le fond, la circonférence va être plus petite. Ben, le gain qui peut se chiffrer à 1 à 2 watts va être mieux justement d'avoir des plus gros plateaux, des plus gros pignons, et aussi d'avoir une ligne de chaîne qui est très très droite. Ça aussi, ça va aider. Donc, je reviens au niveau des lubrifiants. Ça, je mettrai ça en lien justement. Il peut avoir dans tous les autres, en ayant tous les autres facteurs les mêmes, un choix de lubrifiant, ben, ça peut faire des différences de plus de 5 watts justement entre les pires lubrifiants et les meilleurs lubrifiants. Donc, honnêtement, au niveau de la qualité, de la résistance mécanique, un des meilleurs investissements, c'est de choisir un lubrifiant de haute qualité. Puis je vais revenir aussi à expliquer pourquoi il y a beaucoup d'autres bénéfices à aller chercher un lubrifiant de haute qualité.
Propreté de la chaîne. Là, on disait justement pourquoi que j'ai mis 7% de perte mécanique. Oui, parce que ouais, des fois, il y a bien des gens, puis ça, je vois ça. J'ai travaillé au Ironman, là, des gens, ils vont avoir justement des vélos qui font super cher, qui vont avoir des galets surdimensionnés. Mais la chaîne est sale, c'est pas grave. Mais à quel point c'est pas grave? Parce qu'il y a eu des tests qui ont été faits, puis encore là, on ramène ça à 250 watts de puissance normalisée. Une chaîne propre et lubrifiée en moyenne, justement, ben, ça va générer des pertes mécaniques de 5 à 7 watts. Propre et lubrifiée. Si on continue à être lubrifié, mais on s'en va dans le cochonnet, finalement. Là, la chaîne est sale, ça rajoute de la friction, évidemment. À quel point? Ben, juste la saleté peut rajouter, justement, au lieu de 5 à 7, ça va monter 8 à 14 et plus, dépendant encore pas du niveau de saleté. Fait que juste de laver votre chaîne peut vous donner un gain de 3 à 7 et plus watts. Juste un petit peu d'huile de bras va vous donner un gain plus élevé que changer tous vos roulements, puis incluant les surdimensionnés encore. Pas mal plus efficace et plus rentable comme processus. Puis après ça aussi, il y a le fait que ça soit lavé ou pas. Quand on roule, ça fait un bruit, parce que là, la chaîne est sec, tu sais. Ben, dites-vous tout le temps que si ça fait du bruit, ben, c'est que c'est de l'énergie potentielle qui, au lieu d'être transférée dans le haut, ben, est transférée en son. Donc, une chaîne qui va être lavée, mais qui n'a pas été relubrifiée, qui est métal sur métal, c'est 20 à 24 watts de perte. Donc, la lubrification, c'est super, super important parce que finalement, une chaîne qui manque de lubrifiant, c'est pire qu'une chaîne sale. Une chaîne qui est mal lubrifiée, c'est pire qu'une chaîne sale. OK, ben après qu'on ait déterminé que les lubrifiants sont faire probablement la plus grosse différence dans tout ce qu'on peut faire au niveau de la friction mécanique et que ça va aider aussi au niveau de la longévité de la vie de la chaîne, là, il nous reste à déterminer quel type de lubrifiant qu'on va aller chercher. Donc, je vous dis, il y a 3 grandes catégories au niveau des lubrifiants qu'on va regarder une à la suite de l'autre. Le premier, qui va être communément appelé les huiles wet. Dans le fond, c'est des huiles qui vont être à base d'huile, des lubrifiants à base d'huile. De la façon qui fonctionne, tout simplement, c'est vraiment de réduire la friction, dans le fond, de lubrifier les surfaces qui vont frotter une contre l'autre, dans le fond, toutes les composantes de la chaîne. C'est simple comme principe, justement. Tout le monde comprend, je pense, ce principe-là. Les avantages d'une huile wet, finalement, peu d'entretien. Parce que justement, on peut juste rajouter de l'huile directement, goutte à goutte sur la chaîne. Même sur une chaîne qui peut être déjà sale, si vous êtes du genre justement à lubrifier par-dessus une chaîne sale, c'est pas mal votre meilleure, voire seule option si vous êtes comme ça. Aussi, une utilisation immédiate, c'est-à-dire qu'on peut juste l'appliquer et immédiatement, elle est à peu près prête à rouler. Vous pouvez directement partir tout de suite après l'application. Elle est utilisable immédiatement. C'est souvent aussi des applications qui vont être quand même longue durée. C'est des huiles justement qui vont être à différents niveaux de viscosité, mais souvent elles vont être un petit peu plus visqueuses, donc souvent un petit peu. Ils vont avoir des durées de vie justement par application qui vont être un peu plus grandes. Et souvent aussi, ils vont être plus tenaces dans des conditions sales et humides. Donc souvent, ça fait une bonne huile pour des conditions moins idéales, dans l'eau, dans la boue, en vélo de montagne, cyclocross, sur un gravel bike. Tout ce dans ces conditions-là, ça semble souvent une huile de choix pour cette raison. Les inconvénients, par contre, effectivement, pour ceux qui ont déjà utilisé ce type de lubrifiant-là, la chaîne va se salir beaucoup plus rapidement. Parce qu'étant donné qu'elle est à base d'huile, qui est plus visqueuse, justement, tous les contaminants vont beaucoup plus coller dessus. C'est le problème dans la mesure où les lubrifiants, ça peut se mêler finalement. Bon, le lubrifiant va toujours continuer à faire son travail de réduire la friction, mais c'est qu'à maintenant, avec le temps, les contaminants vont se mêler au lubrifiant. Et là, ça va augmenter, dans le fond, la résistance, la perte mécanique par la friction quand il va y avoir cet ajout-là qui peut être beaucoup plus rapide qu'avec une huile qu'on va voir plus tard comme sèche.
c'est exactement de ça, le deuxième point aussi. Puis bon, généralement moins performant dans les conditions propres et sèches. Pour cette raison, il y a différents niveaux, effectivement, je dis ça généralement parce que même dans les conditions propres, il y a certaines huiles wet qui sont plus performantes que d'autres huiles plus basse qualité, dry ou sèches. C'est ce qu'on va voir plus tard, justement. Mais disons qu'en général, si on regarde deux qualités similaires, dans les conditions sèches, vont être un peu moins performantes à la base. Et aussi, bien, souvent, la performance va peut-être dégrader un petit peu plus rapidement parce que les contaminés, étant donné qu'ils vont se coller dessus plus rapidement, mais là, c'est ça qui va faire réaugmenter la friction avec la chaîne. Donc, pour ça ici, on va y revenir après ça pour les avantages et les inconvénients aussi. On va faire un retour sur tout ça. Deuxième, à base solide, donc dry. Souvent, les gens vont tendance justement à catégoriser des huiles dry et des huiles wet, justement, un peu en fonction des conditions. Bon, une huile wet pour des conditions wet, humides. Une huile dry pour des conditions sèches. C'est pas faux dans une certaine mesure, mais c'est pas si simple que ça. On peut utiliser de l'huile wet dans des conditions dry aussi, dépendant des besoins. Mais justement, à la base, pourquoi on dit une huile dry, c'est que le lubrifiant lui-même est sèche. C'est un lubrifiant solide, sec, contrairement à une huile wet qui est à la base un lubrifiant humide ou justement huileux. Donc, justement, lui, la différence, c'est qu'ils vont diminuer la friction, étant donné que c'est un peu des composés séchés qui vont s'incruster à l'intérieur de la chaîne. Donc, non seulement ça va réduire la friction entre les plaques, entre les différentes pièces qui sont mobiles, qui peuvent frotter une contre l'autre, mais aussi, étant donné qu'elle est solide, justement, les contaminants, de un, vont moins coller dessus, mais aussi vont moins se mélanger dedans. Donc, vont empêcher beaucoup plus les contaminants de pénétrer à l'intérieur des points de friction dans la chaîne. C'est ça qui va être mieux aussi pour, à plus long terme, réduire la friction de la chaîne. Par contre, ce qu'il faut savoir aussi, justement, c'est que un flacon en général, je vais donner un exemple. Un flacon en général, ici, j'ai une bouteille de 4 onces de dry et une huile de wet de 2 onces. Donc, elle est beaucoup plus petite que celle-là. Par contre, je peux vraiment m'attendre d'avoir à peu près la même durée de vie en termes de nombre d'applications entre les deux. Pourquoi? Parce que dans le fond, un flacon comme ça qui va avoir une huile dry, ben, près de 50%, et même souvent dans beaucoup de cas, même beaucoup plus, malheureusement, ben, l'aspect lubrifiant, dans le fond, la base lubrifiante va représenter à peu près 50% et moins du contenu. Pourquoi? Parce que, comme je dis, étant donné que c'est des additifs finalement, comme de l'acide, du Teflon, PTFE, ben, c'est une base solide. Donc, mais quand on l'applique, elle n'est pas solide, elle est quand même liquide. Donc, finalement, c'est que tout cet aspect liquide-là, c'est un peu comme une base, dans le fond, c'est un contenu, c'est un fluide, dans le fond, qui va juste l'aider pour le transporter. Donc, si on prend un exemple de la cire comme ça, c'est qu'il va y avoir de la cire, des particules de cire qui vont être mélangées dans un liquide transporteur pour l'application. Donc, une fois qu'on va mettre l'huile sur la chaîne, le côté liquide, justement, va aider à transporter ce composé-là à l'intérieur, justement, de la chaîne, dans les roulements ou quoi que ce soit. Mais après, il va sécher. Donc, tout ce qui va rester, c'est la cire, le Teflon et tout ça. Et tout le liquide transporteur, lui, va sécher. Mais finalement, on a quand même la moitié d'une bouteille, et souvent plus, malheureusement, dans les lubrifiants de moins haute qualité. Pour ne pas en nommer, mais disons un populaire avec un petit bouchon rouge dessus. Beaucoup plus que 50% du contenu qui va être juste du fluide transporteur et non pas du lubrifiant. Ça, c'est difficile à savoir sur l'emballage. Donc, on peut plus ou moins se fier à dire la quantité, combien que ça va nous durer ou à quel point c'est bon. C'est un problème, c'est un peu avec beaucoup d'huile sèche. Donc, les avantages des huiles sèches, qui en réalité, je vous dis, l'huile sèche, c'est le choix numéro 1 pour la majorité des gens en vélo de route surtout. Justement, bon, plus propre, attire moins les contaminants, donc justement au niveau de la friction, mais aussi au niveau de la propreté du vélo. Donc, comme j'ai expliqué, réduit grandement la possibilité des contaminants de s'incruster. Quand même facile d'application, évidemment, c'est juste une application goutte à goutte.
Puis généralement, ben, justement, dans les conditions sèches et propres, ben, oui, ça va être plus performant que des huiles à base, que des lubrifiants à base d'huile, comme des lubrifiants wet. Les inconvénients, comme je disais, étant donné qu'il faut laisser le séchage, dans le fond, des fluides transporteurs, idéalement, ça prend 12 au moins 12, mais même quasiment 24 heures pour vraiment que ces fluides-là s'évaporent. Donc, si vous êtes du genre à juste mettre de l'huile juste avant d'aller rouler, honnêtement, ce genre d'huile-là, les huiles sèches, c'est à peu près inutile. Parce que finalement, vous allez juste rouler avec, c'est pratiquement pas du dégraisseur, mais pas loin. Donc, ça ne sert à rien. Ça prend justement un petit peu cette rigueur-là de ne pas mettre l'huile juste avant d'aller rouler, mais peut-être plus justement après la randonnée pour que ce soit prêt pour la prochaine randonnée. Aussi, un autre, on dit que justement, c'est une huile qui va beaucoup moins attirer les contaminants, mais aussi ça demande ça, dans la mesure où, étant donné que c'est des particules solides qui vont empêcher les contaminants de rentrer, si on applique ça par-dessus une chaîne qui est déjà sale, bien, tout ce qu'on fait, c'est qu'on rentre, dans le fond, les contaminants à l'intérieur à chaque application. Puis là, on les mélange avec ça. Donc, c'est là que même si la chaîne est sale, puis on applique un lubrifiant sèche par-dessus, bien là, souvent, on serait peut-être mieux avec un lubrifiant plus à base d'huile. Ça va plus réduire la friction parce que finalement, on fait juste rajouter à cette pâte-là, finalement, des agents qui vont rajouter de la friction, qui vont être des contaminants. Donc, toujours idéalement partir à base d'une base propre, il faut garder la chaîne propre. Puis aussi, c'est moins tenace dans les conditions sales et humides. Donc, c'est pour ça aussi que si vous allez dans l'eau ou dans des conditions plus sales, bien ça, justement, c'est moins performant aussi. Pourquoi? Parce qu'elle va partir plus rapidement, elle va être moins tenace. Donc là, un peu comme on l'a montré, même si elle n'est pas sale, on l'a vu, une chaîne qui est non lubrifiée, c'est pire qu'une chaîne sale. Donc, rendu là aussi, c'est ça, c'est le problème. Elle est moins tenace dans des conditions un petit peu plus extrêmes. Et la dernière sorte de lubrifiant, qui est l'immersion par la cire chaude. Moins connue, disons moins utilisée, on va quand même en parler, mais qui pour moi est le choix numéro un pour quelqu'un qui veut se donner la peine. Je vais expliquer pourquoi de cet énoncé-là. Dans le fond, c'est une immersion, on prend une cire finalement spécifique pour le vélo avec des additifs qu'on va faire chauffer pour la rendre en état liquide. Et on va prendre la chaîne qui va être lavée, qui va être très propre, et on va l'immerger dans le fond dans cette cire-là en état liquide fondu. Puis après ça, justement, étant donné qu'elle est vraiment en immersion, la cire va vraiment pouvoir rentrer partout, dans tous les raccoins. Il va y avoir vraiment une immersion qui va être complète en profondeur. Puis une fois que la cire va être séchée, solidifiée, bien justement, elle va offrir une lubrification qui va être vraiment complète, vraiment plus performante. Puis aussi, étant donné que la cire va être comme ça à l'intérieur et va être solide, ben, va être plus durable, puis aussi, il va beaucoup plus empêcher, encore plus que les lubrifiants dry, va encore plus empêcher les contaminants de pénétrer à l'intérieur. Donc, pour moi, c'est pour ça que c'est vraiment le meilleur choix à bien des égards, mais il y a un point négatif, je vais y venir. Donc, c'est évidemment, c'est le top de la réduction de la friction. C'est vraiment le choix numéro un là-dessus. C'est une application aussi qu'une fois qu'elle va être, va être longue durée. Vous allez voir tout dans les résultats aussi, ils font une bonne application longue durée, la réduction, et c'est dans toutes les cires liquides, c'est souvent les cires par immersion par cire chaude. Comme j'avais montré, c'est toutes les meilleures aussi étant donné que ça réduit la friction, ça augmente de beaucoup la durée de vie de la chaîne. Empêche les contaminants de s'incruster, on l'a dit, est très propre. L'inconvénient numéro 1, c'est sûr, et c'est un turn-off pour beaucoup de personnes, évidemment. Vous pouvez vous en douter, c'est un processus qui est quand même plus laborieux. Ça demande vraiment de nettoyer la chaîne de façon très, très, très complète, de vraiment très, très bien nettoyer la chaîne, d'enlever la chaîne finalement aussi pour pouvoir immerger dans la cire, puis ça va demander justement aussi d'avoir un certain niveau d'équipement pour faire chauffer la cire ou quoi que ce soit. On va quand même montrer c'est quoi le processus. Il y a façon, dans le fond, de le faire aussi quand même de façon assez efficace. Mais disons que pour moi, c'est sûr que pour bien des gens,
ça va être un processus qui va être trop laborieux finalement. Pour ce que ça va donner, souvent, bon, une application comme ça à la cire dry finalement, à la cire quand même liquide, va quand même donner une grosse partie des bénéfices, ou presque la totalité des bénéfices, dans le fond 95%, mais avec quand même moins de manipulation. Si vous voulez vraiment aller chercher le maximum, avec une durée de vie qui va être plus grande, la cire par immersion, c'est le numéro 1. Bon, justement, si on fait un récapitulatif, quel qu'on choisit, justement, la cire wet, dry ou la cire chaude, ben, le choix, c'est sûr, va dépendre de plusieurs facteurs. Bon, au niveau de la performance, on l'a vu, disons le choix numéro 1, ce serait vraiment, comme ça ici, la cire par immersion, dans le fond. Suivi de quand même près par la cire dry, comme ça ici. Puis justement, ensuite, au niveau de la performance, dans des conditions sèches, ce serait la cire wet qui serait la moins performante. Ça, c'est pour des conditions, évidemment, qui vont être sèches, qui vont être propres. C'est sûr que si on change de conditions, c'est-à-dire que c'est en vélo de montagne, ou ce qu'on a besoin vraiment, on sait qu'on s'en va dans des conditions qui vont être beaucoup plus sales, qui vont plus avoir de contaminants, c'est là que la wet peut devenir plus intéressante. Surtout si on a, mettons, à rajouter par-dessus en milieu de randonnée, on a une longue sortie, on le sait que c'est sale, puis on veut rajouter du lubrifiant en cours de route. Là, la cire wet devient une option, ce qui n'est pas une option vraiment pour les deux autres. Conditions de route, évidemment, justement, donc ça va dépendre si on s'en va quand c'est propre ou quand c'est sale, comme je viens de le dire. Et au niveau de l'entretien, donc c'est sûr que là, un peu, l'entretien va un peu à l'inverse de la performance à ce niveau-là, dans le sens que la cire wet, on peut en mettre, même si la chaîne est sale, on peut en rajouter par-dessus, pas de problème. On peut partir avec directement après l'application. Puis l'application va être souvent très durable. Donc, si vous ne voulez pas vous casser la tête, vous voulez avoir la chose la plus simple possible, cire wet, c'est ce qu'il y a de mieux pour ça. Ensuite, justement, si vous voulez un peu l'entre-deux, dans le sens que, justement, vous voulez quand même plus de performance, meilleure durabilité, vous voulez dans des conditions sèches et vous voulez que ça reste propre, la cire, là, le lubrifiant comme la cire ou comme la Secret Chain Lube, quelque chose de dry, justement, une composée sèche, va être vraiment un bon entre-deux, finalement. En fait, le choix numéro 1 pour la majorité des gens, parce que facile d'application. Oui, il faut attendre 12 à 24 heures avant l'entretien, mais c'est pas vraiment non plus compliqué de dire je vais lubrifier la chaîne la veille et non pas juste avant. Puis aussi, bon, pour garder la chaîne propre, elle se garde plus propre par elle-même de toute façon avec ces chaînes-là. Mais oui, il faut partir aussi avec une base qui est plus propre à la base, puis un petit peu plus d'entretien, de laver de façon plus fréquente. Puis ensuite, c'est ça, si on veut le top de la performance, la cire, justement, par immersion, demande plus, disons, de travail en amont. Une fois que c'est fait, en réalité, l'application va être très durable, puis on peut même dire justement quand on est habitué, ça peut devenir quelque chose qui n'est pas un si gros problème parce que souvent ça va revenir de façon moins fréquente que disons de l'huile dry. Mais à chaque fois que ça arrive, c'est sûr que le processus est plus laborieux finalement. Mais ultimement, ça demeure pour moi le meilleur choix si on veut se donner la peine de faire justement ce travail-là, parce que ça va réduire vraiment. Ça va augmenter les performances tout en réduisant pas mal tous les coûts d'utilisation aussi. Donc, une petite capsule rapide sur l'application, dans le fond, de le lubrifiant sur la chaîne. Première chose, évidemment, on va essayer de travailler avec une chaîne le plus propre possible d'origine. Ça va vraiment donner les meilleurs résultats. Ça va empêcher justement aussi d'avoir plus de contaminants qui vont rentrer à l'intérieur de la chaîne. Donc, quand on va prendre un lubrifiant, comme je l'ai dit, surtout si c'est un lubrifiant sec, on va vraiment prendre le temps de le secouer au maximum pour vraiment, parce qu'étant donné que c'est un lubrifiant qui va être justement, qui ne sera pas homogène, qui va être hétérogène, ça va être vraiment pour avoir tous les additifs, de les mélanger pour en avoir sur la chaîne, pour pas avoir juste
du liquide de transport, mais aussi avoir, comme dans ce cas-là, la cire dessus. Donc, et après ça, ça va dépendre où qu'on l'applique. Ça, c'est une erreur que je vois souvent, mais je trouve ça bien important. Souvent, les personnes vont le mettre par le dessus de la chaîne, surtout parce que, bon, c'est plus facile. Ils vont le mettre peut-être plus vers l'arrière de la cassette, justement, parce que c'est plus accessible de le mettre par le dessus de la chaîne. Par contre, je priorise vraiment, ça fait une grosse différence de le mettre par le bas de la chaîne. Pourquoi? Si on l'applique par le bas, dans le fond, on l'applique par l'intérieur du cercle de la chaîne. Et quand après ça qu'on va faire des rotations de la chaîne pour justement laisser le lubrifiant essayer de pénétrer au maximum, on sert finalement de l'inertie, finalement de la force centrifuge qui va amener le liquide de l'intérieur, dans le fond le lubrifiant de l'intérieur de la chaîne vers l'extérieur. Donc ça va vraiment faire beaucoup plus son chemin que si on l'applique déjà sur l'extérieur de la chaîne, que là si on fait la rotation, tout ce que ça va faire, c'est l'amener plus vers l'extérieur, donc une moins bonne pénétration au niveau du lubrifiant dans la chaîne. Ensuite, évidemment, comment qu'on l'applique? On peut y aller avec la méthode rapide de faire tourner la chaîne rapidement et vraiment d'y aller avec un filon. Moi, personnellement, j'aime quand même mieux y aller avec la méthode du goutte à goutte. Donc, vraiment donner une bonne goutte sur chaque maillon. Pourquoi? Parce que vraiment, on va être capable d'avoir une meilleure pénétration, on va avoir une meilleure uniformité au niveau du lubrifiant. Si on veut y aller, puis aussi avoir moins de pertes. Si on y va vraiment rapidement comme ça, il faut quand même y aller. On va voir, il va y avoir un peu plus de pertes. Mais c'est sûr que ça va être plus rapide. Il faut au moins faire un 2 tours si on y va avec cette méthode-là, de y aller de façon rapide. Et de regarder surtout de façon visuelle s'il y a vraiment une application qui va être plus uniforme. J'aurais tendance à en rajouter finalement. Et justement, on va le faire tourner plusieurs coups. Souvent aussi d'y aller avec les doigts, ça peut être une bonne chose pour vraiment aider à ce que le liquide va pénétrer à l'intérieur. Donc, et là, on regarde, on fait vraiment une inspection visuelle de voir si tout l'intérieur des maillons est le mieux lubrifié possible. Et une fois qu'on a terminé, justement, on peut juste prendre un linge et essuyer l'excédent. Parce que dans le fond, l'excédent ne va pas servir à grand chose, juste à part justement de attirer plus les contaminants qu'autre chose. Donc, on va vraiment, que ce soit là par en haut ou par en bas, on va vraiment enlever l'excédent. Et voilà. Fait que c'est tout pour l'application, mais évidemment, si on se rappelle, par la suite, justement, il faut vraiment le laisser sécher. Si on a utilisé un lubrifiant pour condition, justement un lubrifiant sec comme ça, qui va être à la base de cire. Si on a un lubrifiant qui va être plus, justement, à base d'huile, comme celui-là, évidemment, comme on le sait, on peut partir directement tout de suite après l'application. Amener aussi la discussion, dans le fond, de l'optimisation, qui a un aspect qui est beaucoup plus que la performance. Comme je dis, tout le but de cette formation-là, c'est de comprendre justement où est-ce que c'est mieux de mettre son argent pour avoir le meilleur rendement possible par rapport à l'investissement que vous faites. Et oui, on va beaucoup parler justement d'optimisation en termes de performance, mais là, je vais même en parler au niveau de la durabilité et de la rentabilité. Parce qu'il y a des avantages. Souvent, on a tendance à faire l'association que haute performance et optimisée, ça coûte cher et souvent, c'est moins durable. Tout ce qui est haut de gamme pour la performance, c'est moins durable. Et ça coûte plus cher d'utilisation. Mais là, je vais faire le lien que dans ce cas-là, au niveau de la chaîne, je remets encore l'emphase sur le lubrifiant, que d'acheter un lubrifiant de haute qualité, c'est autant ou encore plus un avantage pour la durabilité et la rentabilité que la performance. Ça va tout ensemble. Ça, ce qui est le fun, c'est que c'est plus performant, mais ça fait durer la chaîne plus longtemps et ça diminue les coûts d'utilisation par rapport à utiliser quelque chose qui va être moins cher à l'achat initial.
Fait que je vais refaire justement un peu la démonstration parce que finalement, si on comprend le principe, c'est que si on réduit la friction de la chaîne, non seulement on réduit la perte, mais on réduit aussi l'usure. C'est là qu'on va voir justement une compagnie justement de tests indépendants, Zero Friction Cycling, je mettrai bien, qui a fait des tests sur énormément de lubrifiants, puis il fait justement des tests de durabilité ou quoi que ce soit. Puis il a fait un graphique avec justement une méthodologie qui est super, super complète, super intéressante. C'est justement de faire un peu le calcul de combien que ça coûte par 10 000 km. Si vous avez un groupe Ultegra ou sur leur site web aussi, ils ont d'autres types de groupes ou quoi que ce soit, en fonction du lubrifiant qui est utilisé. Donc, ça prend en compte justement, si on regarde un peu le graphique rapidement, on voit que les meilleurs lubrifiants vont être entre, on dit que ça va coûter entre 100 et 300 dollars finalement d'utilisation par 10 000 km. On dit que les 5 meilleurs vont avoir en moyenne un petit peu en bas de 200 dollars du 100 km que ça va coûter dans le fond d'utilisation. Alors que si on regarde justement, la moyenne se situe au-dessus de 400 et que les pires vont aller jusqu'à 800 dollars par tranche de 10 000 km. Pourquoi qu'il y a des si grosses différences que ça en termes de coût d'utilisation? Ben, c'est vraiment quelque chose qui est super intéressant parce qu'il va prendre en compte plusieurs facteurs. Parce que justement, oui, le coût d'achat du lubrifiant, peut-être qu'il est plus élevé. Donc, peut-être que ça va coûter plus cher de lubrifiant. Ça, c'est tout déjà détaillé dans la colonne. Mais s'il y a une friction qui est supplémentaire, bien, à l'intérieur du même 10 000 km, bien, on va avoir probablement à changer plus souvent de chaîne. Puis souvent, une règle générale, à chaque 2 changements de chaîne, on va changer la cassette. Donc, je donne un exemple justement comme les meilleurs lubrifiants dans le top, qui sont justement souvent les lubrifiants qui sont à base de cire qu'on immerge dans la cire chaude. Sur 10 000 km, il n'a même pas usé 50% d'une chaîne. Donc, évidemment, on ne s'est pas rendu un changement de cassette loin de là. Donc, même si le coût du lubrifiant peut être plus élevé dans certains cas, le total, si on regarde justement avec le coût des remplacements des chaînes, le coût de remplacement des cassettes, est énormément plus bas. Si ça compte le coût de remplacement des plateaux. Plus on diminue, justement, on parle justement à 10 000 km qui va avoir usé la moitié de la vie d'une chaîne. Évidemment, tous les résultats qu'il y a là, très variables selon les conditions sur lesquelles vous roulez, mais l'idée, c'est un peu de faire une comparaison que vous pouvez vous attendre entre les meilleurs lubrifiants et les pires lubrifiants. Les chiffres ne sont pas les mêmes, mais souvent les proportions peuvent être à peu près les mêmes. Qui garde 10 000 km une chaîne en temps général? Moi, quand j'entends tout le monde dire « Ah, je remplace ma chaîne aux 3 000 km », ça me fait toujours un peu grincer des dents. C'est pas normal d'avoir changé une chaîne aux 2 à 3 000 km dans des conditions de route normales. C'est vraiment, vraiment pas normal. Surtout que là, présentement, en mode pandémie, justement, qui manque de matériel, des chaînes, c'est super difficile à se procurer. D'être capable de garder vos chaînes plus longtemps, en plus que ce soit plus performant, c'est gagnant-gagnant pour tout. Parce que là, après ça, si on regarde justement, on descend dans la liste, on arrive dans les pires lubrifiants, ben là, non seulement, en plus, le coût des lubrifiants peut être autant ou plus élevé, on regarde ici, pour les mêmes 10 000 km, les pires vont avoir 3, 4 chaînes, 5 chaînes de remplacement sur le même 10 000 km. Donc, aussi, au niveau des cassettes, 2 cassettes. Fait que là, ça fait exploser le prix aux 10 000 km. Dans les meilleurs, en haut, comme je dis, on est entre 100, 150, 100 et 150 $. En bas de 200 $, on arrive dans le bas, dans des presque 800 $ et plus. Le pire, justement, le Mock-Off Nano Lube, au-dessus de 1000 $ du 10 000 km. Donc, vraiment, d'avoir un lubrifiant de qualité, je dis tout le temps, il y a des lubrifiants qui coûtent cher à acheter, puis il y a des lubrifiants qui coûtent cher à posséder. Un lubrifiant, pas porter attention à la bonne qualité de lubrifiant, puis pas faire attention aussi en même temps à la propreté, c'est pas performant et ça coûte cher.
OK, bien là, on va faire un petit peu récapitulatif du sujet de la perte mécanique finalement. Juste un peu de faire un peu des conseils d'achat et des conseils justement de qu'est-ce qui devrait être vos priorités finalement, qui sont les meilleurs rendements, autant au niveau performance qu'au niveau justement monétaire aussi, au niveau de rentabilité, euh, pour réduire la perte mécanique. Donc, dans les meilleurs choix, je dirais le choix numéro un. Et ça, c'est peut-être pas quelque chose qui est facile à vendre parce que ça coûte rien. C'est avoir un vélo, les roulements et les engrenages propres. Lavez votre vélo, lavez votre chaîne. C'est le meilleur upgrade que vous ne pouvez pas faire. Maintenir, c'est le meilleur choix de performance et de durabilité que vous pouvez faire pour réduire la résistance mécanique. C'est plate de même, justement. Je sais que vous auriez mieux peut-être acheter un cadre plus rigide, mais ça fait une plus grosse différence. Puis si on reste un peu dans la même veine, ben, ce qui va faire une grosse, grosse différence, c'est un lubrifiant de haute qualité. Donc, on y a passé aussi à travers les différents choix de lubrifiants. Juste pour faire un petit peu récapitulatif, pour moi, mes favoris par catégorie, par utilisation, mais qui est basé vraiment sur des données aussi indépendantes. Ben, si on regarde au niveau des lubrifiants dit justement pour des lubrifiants humides, finalement à base d'huile, ce serait la Silca Synergetic, qui va être vraiment le meilleur choix au niveau résistance au roulement, au niveau durabilité d'application. Meilleur choix disponible présentement, à mon avis. Et selon, c'est en fonction vraiment des données indépendantes. C'est surtout en fait ça pour lequel je me base. Au niveau des lubrifiants secs, il va y avoir pour moi encore là mon choix numéro 1, Silca Super Secret Chain Lube, qui est à base de cire. Il y a d'autres produits qui peuvent s'y apparenter aussi chez Ceramic Speed, le UFO, chez Absolute Black aussi, qui vont avoir un bon lubrifiant à la cire. Des produits qui sont similaires, disons, il y a quelques produits qui sont similaires à ça, mais disons qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de produits très inférieurs à ça. C'est vraiment, c'est un peu le Far West dans ce genre de lubrifiant. Puis, en dernier, ben, le choix numéro 1, si vous voulez vous donner la peine, mais pour moi, qui est rentable et d'un point de vue économique, puis quand on est bien habitué ou on veut juste donner la peine, c'est pas tant d'entretien que ça, finalement, quand on sait comment ça servir. C'est justement Super Secret Chain Blend, qui est la cire pour immersion à chaud. Qui va avoir une super longue durée, qui va être vraiment le plus efficace. Pour moi, c'est mon choix numéro 1 au total. Mais je donne quand même ces 3 choix-là parce qu'il faut être réaliste par rapport aux réalités, le temps que vous voulez investir, tout ça pour chacun. Ça, vous avez vu ça dans les capsules précédentes. J'espère que ça va vous aider à faire un choix. Pour moi, c'est mes 3 choix numéro 1 dans les 3 catégories qu'on a vues précédemment. Puis après ça, ben, on va y aller, après avoir donné les fleurs, on donne le pot. C'est quoi les pires investissements qu'on ne peut pas faire, justement, au niveau de la perte mécanique? Soit que ça donne un rendement qui est vraiment pas à la hauteur de l'investissement ou que ça donne finalement aucun rendement. Ben, pour moi, un des premiers, c'est les roulements haut de gamme. Ça, c'est un cas de. C'est pas qu'il n'y a pas de différence, mais c'est que le ratio d'investissement par rapport à ce que ça donne réellement comme avantage, c'est atroce en fait. C'est vraiment pas bon. Il y a beaucoup, beaucoup d'autres choses que vous devriez porter attention bien avant ça. Donc pour moi, c'est pas un bon rendement. Après ça, des galets surdimensionnés, c'est encore pire finalement que les roulements. Ça rentre un peu dans le même niveau. Il y a les avantages spécifiques sont très, très, très minimes. Et quand on regarde dans la globalité, souvent on se pose la question à savoir si les bénéfices ne sont pas plus petits que les inconvénients. Puis malgré ça, ça se vend à des prix démesurés. Donc, encore là, est-ce que ça peut faire une différence? Je dis bien oui, ça peut, avec un gros point d'interrogation, mais plusieurs centaines de dollars pour un point d'interrogation. Et j'ai de la ça passe pas bien dans ma gorge, désolé. Et après ça,
cadre composante rigide, on va voir, il y a plusieurs autres facteurs qui peuvent rentrer. Donc, je ne suis pas en train de dire qu'un cadre rigide, c'est pas bon. Mais si vous pensez changer un cadre pour un autre en pensant que ça va être plus performant à cause de la rigidité, ben c'est un mythe. Il n'y a rien qui prouve ça. Dès qu'on arrive à un certain minimum, c'est plus que marginal. Il n'y a pas de consensus à dire justement, puis on pense tout le temps que plus rigide, c'est mieux. On se rend compte que non. Donc, c'est vraiment pas quelque chose que vous devriez porter attention ou penser que ça peut être un bon investissement.